Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'invité. Aujourd'hui, nous recevons le maire de Cognac, Morgane Berger. Le 4 juillet 2020, ce jeune agent immobilier réalisait son rêve de gosse, devenir maire de sa ville. Quand il était petit, il disait que la mairie serait sa maison, nous racontait sa maman à l'époque. Alors, on ne sait pas s'il y dort, mais Morgane Berger, qui vient de fêter ses 34 ans, y passe beaucoup de temps. Morgane Berger, bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans et demi, vous aviez créé la surprise en battant Jonathan Munoz, qui était le successeur désigné du maire sortant, le socialiste Michel Gourin-Chas. Quel souvenir en gardez-vous aujourd'hui ? Un souvenir forcément plein d'émotions. Je ne vais pas dire que ce soir-là, je faisais la tête. Au contraire, je m'étais préparé à la fonction. On s'était préparé avec l'équipe sur cette dernière semaine de campagne, certainement à la victoire, parce que comme nous étions très présents sur le terrain, et encore, on savait mesurer les choses, donc nous étions à la fois pas surpris, mais il y avait une forme aussi de récompense du travail, de fierté, puis tout de suite d'engager le travail. Donc on était vraiment préparé à la victoire, et puis préparé pour confronter au sujet d'aujourd'hui les nombreux dossiers. Même si la Covid, on l'avait peut-être pas envisagé tel qu'on l'avait connu, les inondations, alors ça a été une formidable expérience, on s'était pas préparé forcément, et puis à la crise économique d'aujourd'hui, la crise sociale. Alors justement, vous êtes à peu près à mi-mandat. Est-ce que être maire, est-ce que c'est conforme à ce que vous imaginez ? Être maire, c'est la plus belle des fonctions. Je le dis depuis maintenant plus de 15 ans. Je réalise aujourd'hui que c'est vraiment la plus belle des fonctions. C'est une mission qui est passionnante, qui est extrêmement exigeante. Une exigence avec soi-même, une exigence aussi avec les autres, avec ses équipes, puis aussi envers les administrés. Moi, en tout cas, c'est un mandat qui me passionne. Pas une mauvaise surprise. Non, pas une mauvaise surprise. Vous parliez de la Covid, effectivement, qu'il a fallu gérer. Oui. Pas de mauvaise surprise, parce qu'on sait très bien que tous les jours, c'est une nouvelle aventure. On reçoit des vents contraires continuellement, mais il faut faire face, il faut savoir avancer. Comme je vous disais, on n'était pas prêt pour affronter la crue de février 2021. Je pense qu'on a réussi à la relever. Le défi aujourd'hui de la crise économique, finalement, on arrive un petit peu à s'en sortir, parce que déjà depuis 2 ans, on n'a pas attendu la crise de l'énergie, la crise économique pour prendre des décisions au sein de la municipalité, au niveau du fonctionnement et des investissements. On en reparlera certainement peut-être. Donc voilà, on a su anticiper les choses. Je dis pas que tout est parfait, au contraire, je suis pas là pour dire que tout est parfait avec Morgane Berger, mais en tout cas on était prêts, et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on se remet continuellement en question, même s'il faut garder quand même l'axe quand même je dirais pas des réformes, parce que on n'est pas au gouvernement, mais en tout cas l'axe de vouloir vraiment développer sa ville. Alors vous êtes aussi un maire qui misait beaucoup sur la proximité. Je crois que vous venez je mise pas, c'est-à-dire que vous venez de parcourrir 114 km à pied dans les quartiers pour rencontrer les habitants. Je dirais pas miser, parce que miser, ça veut dire qu'on trompe et il y a un jeu. C'est-à-dire que je ne mise pas, je suis très présent sur le terrain. C'est essentiel d'être sur le terrain. C'est essentiel sur le terrain, parce que c'est là qu'on entend les choses, et puis qu'on permet aussi d'avoir un deuxième son de cloche entre ce qu'on peut nous dire en mairie et la réalité sur le terrain. Et justement, parmi les sujets de discussion qui reviennent assez régulièrement dans les réunions ou les rencontres que vous faites, il y a la voirie. Il y a la voirie, tout le monde veut vous sollicite de partout pour boucher les trous, réparer tel ou tel morceau de route ou de trottoir. Comment on fait quand on est sollicité comme ça pour prioriser ? Alors, il faut savoir dire non. Déjà, parce qu'il ne faut pas raconter de bêtises aux gens, il ne faut pas dire pour vite écarter une conversation, oui madame, on va voir ça, on étudie, on revient vers vous. Non, tout de suite, on a fait les diagnostics en marchant, c'est la 3e saison. La première saison, c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai passé quelques nuits blanches. Je me disais, mais comment on va réussir à tout faire ? Déjà, il faut accepter qu'on ne fera pas tout en 6 ans, mais je l'avais déjà clairement expliqué en campagne électorale, on n'est pas là pour faire des promesses irréalistes, mais surtout, c'est de faire des priorisations. Et il faut expliquer aux gens pourquoi on va faire cette rue et pourquoi on ne va pas faire l'autre. Mais par contre, c'est pas parce qu'on ne fait pas
qu'on se dédouane et qu'on se dit vous ne nous voyez plus pendant 6 ans. On peut apporter quand même des petites modifications. Mais il faut savoir parler franc aux gens, il faut avoir des relations franches et directes, et puis les gens le comprennent. Mais il ne faut pas leur faire une réponse de politicien de dire on va voir, sachant qu'au fond on ne le fera pas. Donc on a un grand plan voirie que nous avons décliné maintenant déjà depuis 2 ans. On fait les axes majeurs aussi, l'entrée de ville, l'avenue Paul-Férine-de-Martel, demain la rue de l'Échassier, hier c'était la rue de Marignan. Voilà, donc on est très présent effectivement sur le terrain pour répondre à ces problèmes de voirie. Mais la voirie, c'est pas uniquement la couche de roulement. Dans le cadre des priorisations, c'est que j'ai dit qu'il fallait regarder ce qui se passait en dessous. Alors on en profite pour faire les canalisations de flotte, de l'eau pluviale, les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, le tout à l'égout par moment. Donc voilà, c'est ça aussi la voirie. Justement, le gros chantier à venir, on le voyait à l'image tout à l'heure, c'est l'avenue Paul, c'est la place Martel avec l'avenue. Effectivement, la place Férine-Martel où mon prédécesseur l'avait fléché pour une aide de l'État. Donc ça démarre. Ça va démarrer là début janvier. J'ai fait une réunion publique vendredi d'ailleurs, enfin une réunion entre commerçants et riverains vendredi. Et on a voulu prolonger parce que je considère aujourd'hui que quand on fait quelque chose, il faut arrêter d'en faire un peu partout. On commence un travail, on va jusqu'au bout. Donc la place Martel avait été fléchée. On s'est dit on va faire juste toute l'avenue Paul-Férine-de-Martel jusqu'à la création d'un giratoire en face de la pharmacie qu'on appelait la pharmacie Gavi de boulevard Oscar Plana. Et puis au mois de mars, avec le département cofinance un grand giratoire sur l'avenue de Royan. Donc ça veut dire que tout le quartier Saint-Martin centre-ville va être refait de fond en comble pendant ces 4 prochaines années. Contrairement aux idées reçues, alors c'est aussi quelque chose sur lequel vous insistez souvent, c'est les idées reçues qui sont véhiculées un peu par la vitalité extraordinaire du marché du cognac. La ville de Cognac n'est pas une ville riche. Non. Elle est même elle a même replongé dans le réseau d'alerte des finances locales. C'est la flambée des coûts de l'énergie qui a fait replonger la ville. C'est quel surcoût pour la ville ? Il y a un an, le sous-préfet m'avait dit vu le budget que vous présentez, vous pouvez sortir du réseau d'alerte. J'ai dit non, je préfère y me maintenir. C'est pas une honte de dire que la ville de Cognac est très endettée et que ça ne va pas. Et déjà et je remercie aussi le papier de la Charente Libre. Vous avez posé clairement les choses. À Cognac, il y a de la pauvreté. Parce que même ici à Angoulême, quand j'en parle avec les élus du département, on nous voit quand même comme des nantis, des bourgeois ici à Cognac. Vous avez une économie florissante, donc la ville de Cognac est riche et forcément les élus se plaignent toujours, etc. Non, la ville de Cognac, et c'est ça sert à ça d'être dans le réseau d'alerte, on est une ville extrêmement endettée où il y a une vraie fracture sociale et par conséquent tous les coups durs qui tombent sur les cognacaises et les cognaciers, nous aussi, on les encaisse. Donc aujourd'hui, par exemple, la crise de la Covid, ça a quand même eu un surcoût. Aujourd'hui, c'est la flambée des prix de l'énergie. Ça a flambé les prix de l'énergie, c'est 1,1 million qu'on a dû provisionner de mettre de côté. C'est-à-dire qu'en mettant 1,1 million de côté, c'est 1,1 million que je ne peux pas mettre sur l'investissement. Vous voyez, par exemple, quand je suis arrivé, quand on a co-construit notre premier budget sur l'exercice 2020-2021, nous avons pu bénéficier d'un prêt, d'un taux extrêmement bas, donc on a emprunté 1 million supplémentaire. Je dois vous dire que j'étais très satisfait de me dire, on va emprunter 1 million, vous allez voir avec Léa Berger ce que ça va faire quand même, mettre 1 million de plus dans l'investissement. Ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu parce qu'avec la flambée des prix en même temps, le million d'euros, il a été complètement dilapidé. Enfin, dissipé. Dilapidé, j'aime pas ça. Ça donne le sentiment qu'on... Mais ça a été complètement... ça ne s'est pas vu parce qu'avec la flambée des prix, le manque de main-d'œuvre, on a dû souscrire à beaucoup d'entreprises privées, les marchés publics qui ne répondaient pas. Donc voilà, c'est une période qui est très compliquée. Pourtant, vous essayez de faire des économies, de gratter un peu partout. J'ai cru comprendre que même à la mairie, on chauffait un peu moins. Il paraît qu'il fait 14 degrés dans votre bureau. Il fait 14 degrés dans mon bureau. Je l'assume, de toute façon, je n'aime pas la chaleur. Mais il faut faire attention pour les collaborateurs et forcément. Mais moi, je dis souvent que quand on se compare aussi, on se rassure. Voilà, donc un petit peu de chauffage en moins, c'est pas ce qui va changer les réalités, c'est pas ce qui va changer la face du monde non plus. Je fais extrêmement attention à toutes les dépenses. Souvent, les politiques disent 1 euro dépensé, chaque euro dépensé sera 1 euro utilisé. Mais moi, je regarde toutes les factures. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Je crois que vous avez un moment comme ça,
Tous les parapheurs, une fois par semaine, le vendredi, de 8h30 à 9h, je contrôle tous les bons de commande de la ville de Cognac. Et ensuite, ça passe dans les tuyaux, etc. Il a fallu le faire accepter en interne, parce que c'était une nouvelle méthode, mais je regarde tout et je renégocie en direct quand je peux. Alors pour se donner un peu d'air, est-ce qu'on n'est pas tenté de jouer sur la fiscalité ? Non. Votre prédécesseur l'avait fait à plusieurs reprises. Vous, dans une récente interview dans Charente Libre, vous aviez affirmé qu'en 2023, pas question de toucher à l'impôt. Non. Est-ce que vous vous y tiendrez avec l'inflation qui continue de galoper ? On ne touchera pas aux impôts en 2023 parce que, là encore, si on augmente les impôts, on va matraquer les classes moyennes. Je crois que les classes moyennes sont aujourd'hui matraquées. L'inflation, l'augmentation des matières premières, etc. Les gens se posent des questions. Il va y avoir certainement une baisse de la consommation en 2023. Je ne veux pas en plus rajouter. Alors, pour certains qui gagnent peut-être 3 000 ou 4 000 euros par mois, je veux dire de dépenser 50 ou 60 euros de plus dans une taxe foncière, ça va passer inaperçu. Moi, je ne veux pas faire ça pour les gens qui sont déjà en difficulté, qui arrivent à peine déjà à boucler les fins de mois et à payer leur taxe foncière. Donc je ne toucherai pas. Et puis je considère que même si on est en train de nous ronger petit à petit, là on a plus qu'attaqué l'os, je crois qu'on est arrivé à la moelle. Je considère que déjà en interne, dans notre fonctionnement, on peut arriver encore à avoir des pistes pour dégager un petit peu des marges de manœuvre. Et c'est ce qu'on a fait déjà il y a maintenant plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'on a réussi à anticiper, parce que là, je vois bien, c'est la course à l'échalote de celui qui va éteindre le plus vite, plus de piscine par-ci. Bon, nous, il y a déjà 2 ans, on avait mis fin à la patinoire à l'espace 3000. C'était un gouffre énergétique, un gouffre écologique. Fin. On a mis fin à l'éclairage public. Qu'est-ce que j'avais pas entendu il y a 2 ans ? Mais fais pas ça, tu viens d'arriver, tu te feras jamais réélire. Les Cognacés l'ont entièrement compris. Donc il y a 2 ans, on avait coupé entre 2h30 et 6h. Avec cette petite économie substantielle qu'on a pu faire, on a pu décliner un plan LED qui ira jusqu'à 2026-2027. C'est 1,1 million. Donc vous voyez, c'est déjà en interne, soyons exemplaires et pour dégager des petites marges de manœuvre pour ensuite investir davantage. Et par rapport à la paupérisation de la ville, quel levier, la ville, vous pouvez actionner pour aider les administrés qui vont plus payer leurs factures ? Vous avez peut-être des coups de fil ou des courriers pour demander de vous aider, de les aider ? Oui, alors j'ai très peu de courriers dans ce sens-là. C'est-à-dire que souvent, quand on dit paupérisation, on pense souvent à la nourriture. Aujourd'hui sur Cognac, déjà depuis maintenant 2 ans, on fait une grande table ronde une fois par mois qui est réalisée par mon adjointe aux affaires sociales Géraldine Gordien, où on met toutes les associations caritatives et les bénévoles autour de la table. Et donc là, on arrive d'être beaucoup plus efficient. Pourquoi ? Parce que souvent les associations travaillaient de leur côté, un petit peu chacun ses pauvres. Et puis elles n'arrivaient pas à coordonner une action. Donc les associations caritatives pallient aux carences de l'État par moment. La municipalité via le CCAS quand même, on abonde. Donc on arrive à ce que les gens quand même puissent manger au moins, avec les familles que nous connaissons, un repas une fois par jour. Mais la paupérisation et la pauvreté, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le logement. Et on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent à peine à payer leur loyer. Et en plus, leur facture va exploser. Donc c'est pour ça, avec l'aide, avec Grand Cognac, on a quand même des aides sur l'habitat. Demain, il va falloir rénover, il va falloir même aider les bailleurs sociaux à aider à la rénovation de leur logement, pour que les gens puissent avoir des factures d'énergie qui peuvent vraiment diminuer. C'est l'objectif du plan local. Exactement. Et je le vois le samedi matin. Il y a maintenant 2 ans et demi, j'étais très sollicité pour trouver de l'emploi. Maintenant qu'on est quasiment en plein emploi, les gens viennent me voir avec la difficulté de trouver des logements. Parce que les logements qui vont être en F ou en G, on va plus pouvoir les louer. Les propriétaires vont pas vouloir faire des travaux parce qu'ils vont se dire oh là là, c'est très compliqué de trouver des artisans. Puis en plus c'est très cher, donc on préfère vendre. Et les locataires, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc les locataires, ces gens-là, il va falloir bien qu'ils se relogent avec des loyers modérés et puis pas non plus retomber dans des passoires thermiques, etc. Donc c'est là l'enjeu. On a un enjeu qui est très important, c'est l'habitat. Ouais. L'habitat aussi, c'est la dignité humaine. Parce que on fait la chasse quand même à ces voyous qui louent aussi des propriétaires qui n'ont pas honte de louer à des locataires, et donc ils sont très peu scrupuleux. C'est la dignité humaine, l'habitat. Donc on a tout un plan de rénovation urbaine aussi à l'intérieur, c'est d'aller repérer aussi toutes les friches, les maisons inoccupées, les maisons que l'on peut aider avec l'aide de Grand Cognac. Donc c'est aller chercher les mètres carrés dans l'ancien.
Donc pas d'augmentation d'impôts en 2023. Ah non, vous attendiez que je vous dise ça? Non, Non, pas d'augmentation en 2023. Mais par contre, il y aura une augmentation des impôts. 2024, je ne sais pas si en 2025. 2024 ou 2025, je ne sais pas. Alors souvent, on fait les augmentations d'impôts en début de mandat. Peut-être que moi, je les ferai en fin de mandat. C'est peut-être C'est pas toujours le meilleur moyen que. Bah oui, mais à un moment, il faut être franc réélire. avec les gens. C'est-à-dire que si on doit décupler à chaque fois les augmentations d'impôts et les mauvaises nouvelles, on les fait en début de mandat pour après se faire passer pour un gentil en fin de mandat, je trouve que c'est complètement hypocrite. Il vous arrive, face à tous ces défis-là que vous avez à relever, de regretter d'être devenu maire? Jamais. Je me lève le matin, vous savez, j'arrive à la mairie à 7h15. Quand j'arrive souvent à pied dans le jardin public, je me dis quelle chance d'être là. C'est un mandat qui est très court, je ne ferai pas ça toute ma vie, mais au moins les Cognaçaises et les Cognaçais m'ont fait confiance et j'ai la chance d'administrer pendant 6 ans et de changer un petit peu la vie quotidienne et de faire face aux défis. Non, c'est un vrai bonheur. Bien entendu, c'est compliqué. Comme je vous le disais, on reçoit des vents contraires continuellement. Quand tu arrives sur mon bureau, je vois mon bureau, c'est toujours 2 mauvaises solutions. Mais il faut choisir un petit peu la moins pire. Bon voilà, mais après il faut l'expliquer. Mais bon, vous savez, le retour des gens sont positifs. J'aime mes administrés, j'aime les Cognaçais. Je suis chauvin. Je dis que ma ville c'est ma principauté. Je fais tout, je me décarcasse. Et puis voilà, on est là que de passage, donc je vais en profiter au maximum. Et vous serez candidat en 2026? Je sais pas. En toute honnêteté, je sais pas. Vous avez 34 ans, on peut se dire que vous pouvez être je candidat pendant. Je vais pas vous faire une réponse de politique qui sont mandats. Ouais, je vais pas vous dire je suis en réflexion ou je suis très sollicité, ce qui est complètement faux. Je vais vous dire, ça se fait là, je mets toute maniaque, et puis en 2025, je vous dirai non Thomas, franchement, ma vie personnelle a peut-être changé, j'ai plus l'envie, etc. Il faut y aller avec l'envie. Quand je vois que j'ai certains collègues qui ont plus de 70 ans et qui se retrouvent maires de leur commune, je viens de leur dire, on fait ça parce qu'ils veulent pas peut-être être à la maison avec leur famille. Non, mais je vous dis, tant que j'ai la niaque, tant que j'ai l'envie et tant que j'ai la confiance des Cognaçais, j'irai. Mais il faut que ça soit l'envie, parce qu'il faut le porter personnellement. C'est une charge mentale quand même qui est très lourde. C'est 7 jours sur 7. Hein. Il y a une crise des vocations de maire. Alors c'est vrai que c'est surtout vrai pour les petites communes, où on peut-être un peu moins aidé, on a moins d'adjoints, on a moins de services. Oui, mais c'est proportionnel. Souvent les gens me disent ça, l'agglomération me disent « Oh, toi Morgane, t'as plein de services ». Je leur ai dit « Venez avec moi, par exemple, le dimanche après-midi avec mon premier adjoint, on fait tous les points d'apport volontaire enterrés pour voir s'il n'y a pas des dépôts sauvages ». Venez avec moi le samedi matin en permanence. Vous verrez si je suis aidé avec tous les services. Voilà, il faut savoir se remonter les manches. Mais chacun, après, fait en fonction de son tempérament et comment il incarne la fonction. Bon, moi, je me donne à fond, peut-être au détriment d'autres choses, de ma vie personnelle, de mes amis, de ma famille. Bon, voilà. Mais en tout cas, je m'éclate. Vous avez toujours dit ne pas avoir d'ambition nationale. En préférant votre fonction de maire, est-ce que vous pouvez nous jurer aujourd'hui, les yeux dans les yeux, vous ne présenterez pas comme député, sénateur ou président? Ça fait Cahuzac un petit peu. Alors, j'ai pas de compte en Suisse, mais je ne serai jamais candidat aux élections législatives. Jamais. Jamais. Ce sont des élections qui ne m'intéressent pas. Le national ne m'intéresse pas. Et je vais tout vous dire. Comme vous savez, j'avais arrêté de prendre carte dans un parti politique en 2011. Je ne crois pas en cette politique-là. Je ne crois pas en la politique. D'ailleurs, moi-même, quand je vois des ministres à la télé, des choses comme ça, je zappe parce que je me dis, ils sont en train encore de mentir. Enfin, regardez sur la crise de l'énergie. On ne cesse de recevoir des courriers en mairie, de la préfecture, de dire préparez-vous peut-être à des coupures d'électricité, des délestages, etc. J'allume BFM, Emmanuel Macron, notre président de la République, il nous dit il n'y aura jamais de coupure d'électricité. Le lendemain, je reçois encore un mail pour dire préparez-vous au délestage de coupure d'électricité. Alors, on croit en qui là? Et justement, sur ces délestages, qui pourraient toucher Cognac, avec des fermetures éventuelles des écoles, je n'y crois pas, parce que je pense que malheureusement, ce seront j'ose peut-être me tromper, mais les petits villages, enfin les villages qui seront coupés avant les villes. Parce que nous, entre l'hôpital, nos nombreuses écoles, les crèches, tous les équipements publics qu'on ne peut pas couper, etc., les maisons de retraite, non, franchement, Cognac ne sera... Enfin, je ne pense pas que Cognac sera coupé, mais bon, aujourd'hui, personne n'est sûr de rien. Bon, merci Morgane Berger d'être venu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site internet du journal et aussi dans notre édition de demain. Voilà, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.